Bienvenue sur ce webinaire printanier, le troisième de la Motavie sur cette période. Ces webinaires ont pour but de vous partager au maximum notre expertise et notre vision du monde de l'œnologie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura Goulevent, je suis chef de produit chez La Motavier et aujourd'hui nous allons parler de manoprotéines en faisant plutôt un état des lieux de nos connaissances actuelles ainsi que plus leurs applications sur le terrain, l'utilisation des manoprotéines qui ont de nombreux vertus. Donc, cette présentation durera une trentaine de minutes, suivie d'un temps de questions. N'hésitez pas à interagir sur la partie chat. Nous tâcherons avec mes collègues Arnaud et Galdric d'y répondre au mieux. Donc, premièrement, nous allons aborder les rôles joués par les liens en œnologie, concernant les manoprotéines, mais aussi d'autres molécules impactant l'organoleptique de certains vins. Puis, nous verrons plutôt leur application pratique sur la stabilisation, notamment colloïdale, donc tartrique et protéique, mais aussi des applications organoleptiques via des produits tels que Stabca et Manosense. Alors, je supprime juste. Donc, premièrement, en guise d'introduction, donc voici une petite frise chronologique nous permettant de situer les différentes avancées concernant l'ensemble des travaux liés au lits et aux manoprotéines dans l'œnologie. Donc, grâce à de nombreuses années d'observation et de recherche sur ces composés, on a pu identifier leur rôle en œnologie, tant tartriquement, donc par justement les travaux de Dubourdieu, de Virginie Moine, Valérie Lavigne, démontrant l'impact des manoprotéines grâce à leur effet colloïde protecteur. On en reparlera un peu plus tard dans la présentation. Sachant que de façon empirique et depuis de nombreuses années, l'élevage sur lit notamment est utilisé depuis la nuit des temps pour un gain aromatique, l'apport de gras et de rondeur, notamment avec un bâtonnage avec des blancs sur lit en Bourgogne, dans le Chablisien, dans le Muscadet, ou bien le vieillissement sur latte dans le Champagne, aussi pour protéger contre l'oxygène, et il a été aussi observé les vertus stabilisantes de ces lits, tartriquement ou protéiquement. Au fil donc de ces nombreux travaux et thèses, on a pu vérifier et scientifiquement valider ces observations. Durant cette présentation, je vais notamment vous parler un petit peu des recherches sur les manoprotéines de par cet effet colloïde protecteur, mais aussi sur l'effet organoleptique et d'où provient l'équilibre des vins lorsqu'il s'agit de sucrosité, de complexité et aussi de gras dans ces vins. Notamment donc tous ces travaux par Axel Marshall, par Anne Imbert, Virginie Moine ont permis, qui sont très liés à notre entreprise La Motavier, ces travaux ont permis de vraiment mieux situer et de comprendre ces macromolécules que sont les manoprotéines. Justement, les manoprotéines, d'où viennent-elles? Donc, premièrement, donc elles appartiennent à la première grande famille, la famille des polysaccharides, qui est composée de molécules très diverses que l'on retrouve en très grande quantité dans la nature. Mais en œnologie, on en retrouve à raison de 100 à 600 mg par litre. Ce sont également de très grosses molécules. Par exemple, pour vous situer un petit peu l'ordre de grandeur, on est sur des molécules qui sont 1000 fois plus grandes que des polyphénols type tanin. En œnologie, donc ces polysaccharides ont des actions très différentes selon leur type et leur origine. Donc, premièrement, on a les polysaccharides que l'on retrouve dans le raisin, qui sont des polysaccharides pectiques, notamment l'arabinogalactane, l'AGP, le rhamnogalacturonane, type 1 et 2, qui sont responsables, eux, de la viscosité du vin. Et d'ailleurs, Arnaud Menson, dans son dernier webinaire, a pu aborder ces molécules en lien avec la stabilisation de la matière colorante. Je vous invite.
Ensuite, on retrouve des polysaccharides dans le monde un peu, dans le monde vivant, de par des polysaccharides fongiques, donc des glucanes qui peuvent être d'origine fongique par le botrytis ou bactérien, et des polysaccharides levuriens, ce sont eux dont nous allons parler, donc les manoprotéines et les mananes. Donc les manoprotéines représentent environ 35% des polysaccharides totaux du vin. Et leur teneur dépend de la souche de levure et des conditions de fermentation ou d'élevage. Donc, ce sont des molécules que l'on retrouve dans la paroi levurienne. Également en œnologie, on retrouvera des polysaccharides dits purifiés à base donc de protéines de produits de la levure, de manoprotéines donc qui sont elles purifiées, les gommes arabiques, les celluloses, la CMC, les dérivés de chitine, les dérivés du bois sont aussi des polysaccharides utilisés en œnologie pour de diverses utilisations. Donc, ce sont des grandes molécules qui sont la deuxième source de polysaccharides du vin, ces manoprotéines. Elles sont formées de ce type, donc ce sont des glycoprotéines qui contiennent une part polysaccharidique majoritaire, donc de 80 à 90% de mannose, et une autre part protéique minoritaire. Elles constituent, donc voilà, elles sont constitutifs de la paroi, donc de 25 à 50% de la paroi, notamment des Saccharomyces cerevisiae. Et leur poids moléculaire varie entre 20 à 450 kDa. Donc, elles ont des poids moléculaires très variables, mais en moyenne, on est sur 250 kDa. Toutes les souches, et notamment les souches de Saccharomyces, ne sont pas composées des mêmes manoprotéines, et elles sont présentes vraiment en quantité différente. Selon, par exemple, donc elles seront libérées selon la durée de contact avec les lies, la température du milieu et l'agitation de la biomasse levurienne. Ces manoprotéines sont vraiment utilisées en œnologie pour de nombreuses applications. Premièrement, vous avez sûrement déjà entendu cette notion de colloïde protecteur. Donc tout simplement, la définition de cet effet colloïde protecteur des manoprotéines, c'est que ce sont des substances qui s'opposent à la précipitation d'autres particules présentes en suspension. Notamment, c'est illustré avec l'interaction des manoprotéines avec les tannins, qui permettent de baisser cette sensation d'astringence et d'asséchance par agrégation de ces tannins entre eux. Donc là, on va inhiber l'agrégation des tannins, ce qui va permettre de baisser l'astringence et justement de donner un aspect beaucoup plus rond, beaucoup plus doux au vin. De même, on retrouve les mêmes phénomènes comparés à la stabilité de la matière colorante. Grâce aux combinaisons manoprotéines et composés phénoliques, notamment les anthocyanes, on aura un effet comparable à la gomme arabique, par exemple. Donc, ça va permettre d'empêcher l'agrégation ou la précipitation de la matière colorante. On peut également observer, grâce aux manoprotéines, une stimulation de la fermentation malolactique par absorption des chaînes moyennes d'acides gras qui sont des inhibiteurs synthétisés par Saccharomyces et qui peuvent inhiber la croissance des bactéries lactiques. De plus, les bactéries malolactiques sont capables d'hydrolyser les manoprotéines et s'en servir en tant que contenu nutritionnel. Donc, ça permet de stimuler leur activité. De plus, on peut observer des vertus moussantes des manoprotéines en maintenant une meilleure finesse des bulles et un meilleur maintien. De même, sur la persistance aromatique, de par leur effet de rétention des composés aromatiques, ça va permettre d'augmenter la perception des arômes. De plus, certaines manoprotéines peuvent également diminuer les mauvais goûts en fixant, par exemple, les thiols volatiles responsables de ces mauvais goûts. Et surtout, donc, depuis au moins 25 ans, on a pu démontrer scientifiquement que les manoprotéines participaient à la stabilisation colloïdale. Elles peuvent effectivement inhiber la cristallisation du sel de tartrate en abaissant la température de cristallisation. Et c'est
Cette idée dont je vais vous parler un peu plus en détail, donc sur l'utilisation des manoprotéines en œnologie pour la stabilisation tartrique. Donc le risque est très présent de précipiter le tartre donc en cuve ou en bouteille. Et dans ce genre de cas, le consommateur peut rejeter des vins avec ces espèces de tartre au fond de bouteille. Donc tout simplement un peu de connaissances sur les mécanismes liés à la formation de tartre, donc la précipitation tartrique. Donc en fait, le vin est un équilibre colloïdal et cet acide tartrique sera en équilibre ou non dans le vin sous forme de sel. Majoritairement, on retrouve de l'hydrogénotartrate de potassium et du tartrate neutre de calcium. Et ces sels ont des solubilités qui leur sont propres et variables selon la température, le pH, le degré alcoolique. Et si si ces teneurs en hydrogénotartrate de potassium ou de tartrate de calcium sont supérieures à la solubilité limite à une température donnée, il y a alors risque de nucléation et de grossissement des germes, de ces cristaux, donc ce qui forme des cristaux visibles à l'œil nu. Et l'idée via les manoprotéines, c'est que en fait, on aura le choix pour augmenter la stabilité tartrique, donc c'est-à-dire la solubilité du bitartrate de potassium dans le vin. On pourra soit modifier l'alcool ou la température, ce qui est impossible dans un vin ou très peu probable, ou tout simplement diminuer le seuil de cristallisation de ces fameux acides. Donc en fait, là, on le voit sur ce schéma que en fait, l'ensemble des colloïdes présents dans le vin fait que le bitartrate de potassium sera stable ou non. Donc ça, ceci dépend bien sûr de la concentration en bitartrate de potassium de base et de la température du vin. Donc ce couple concentration-température est propre à chaque vin et à un instant T. Et on a 3 zones. Donc le vin est considéré comme stable s'il est dans la zone stable 1 ou la zone métastable. Le principe de l'ajout d'une manoprotéine permet d'agrandir cette zone métastable et donc de pouvoir abaisser la température à laquelle le bitartrate va cristalliser. Voilà, donc en fait, l'ajout de ces manoprotéines spécifiques, donc ce sont des manoprotéines qui sont hautement glycosylées, permet l'inhibition de la nucléation par abaissement de cette température à laquelle le vin précipitera. Pour aller un peu plus loin en termes de comment gérer au mieux sa stabilité tartrique. Donc, premièrement, quels sont les facteurs qui sont les plus influents sur la précipitation tartrique? Donc, premièrement, tout simplement, leur teneur en acide tartrique et la concentration en ions potassium et calcium, qui va impacter plus ou moins cette instabilité tartrique. De plus, la température joue un grand rôle puisque, par exemple, une exposition au froid, un choc thermique influe sur la constante de solubilité. La teneur en alcool et également l'instabilité de la matière colorante peut créer des instabilités tartriques ou colloïdales de manière générale. Comment procéder à bien préparer ces vins quant à la stabilisation tartrique? Donc, premièrement, on va assembler les vins au préalable, parce que même si 2 vins sont stables séparément, le fait de les mélanger ultérieurement peut s'avérer instable. Donc le vin à traiter doit également être bien clarifié par collage ou filtration afin d'éliminer les colloïdes du vin qui possèdent un effet retardateur sur cette instabilité. En termes de différentes solutions œnologiques pour traiter ces instabilités tartriques, on va avoir deux types de procédés. Donc, premièrement, le procédé par contact, qui est une méthode plutôt soustractive. En fait, on va tout simplement forcer la précipitation de ces cristaux par stabilisation à froid, par contact ou par des procédés type résine à échangeuse d'ions ou électrodialyse. Et ensuite, on va éliminer ces cristaux formés par filtration. Cependant, ces techniques sont généralement plus difficiles à mettre en œuvre
Elles demandent la venue d'entreprises, notamment, et elles engendrent des surcoûts énergétiques et peuvent également impacter l'organoleptique de certains vins. On a aussi la méthode in vitris. Tout simplement, donc, comme l'utilisation des manoprotéines, on va utiliser un traitement empêchant la formation ou la croissance des cristaux de tartre, mettant en jeu donc des produits exerçant un effet de colloïde protecteur. Et donc, ce sont des traitements œnologiques qui s'inspirent des mécanismes naturels et qui seront, eux, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus respectueux, disons, de l'organoleptique des vins. Donc, on pourra utiliser de la CMC, de l'acide métatartrique ou des manoprotéines. Par rapport à l'utilisation des manoprotéines, elles ont l'avantage d'être autorisées sur blanc, rouge et rosé, permettent de préserver au mieux les qualités organoleptiques et parfois certaines peuvent rajouter un peu plus de complexité par l'apport de rondeur à certains vins. Permettent également la stabilisation de la matière colorante et ne génèrent, elles, aucune consommation énergétique, donc aucun surcoût face à ce traitement contre les instabilités tartriques. Donc, d'un point de vue un peu plus pratique, un peu plus terrain, je vous ai rassembler quelques vins qui ont été stabilisés par notre manoprotéine spécialement conçue pour la stabilité tartrique et de la matière colorante. Donc là, on était sur un vin blanc 2018 qui avait eu moins de 6 mois d'élevage. Donc là, on était sur un DIT, donc degré d'instabilité tartrique, qui était de 20%. C'est une instabilité qui est plutôt élevée, sachant qu'un vin est considéré comme stable tartriquement si son DIT est inférieur à 3,5. Donc, par le test de cristallisation, donc ce test de cristallisation, c'est tout simplement, on va prendre ce vin témoin et on va ajouter des doses croissantes, donc ici de Stabka, donc, qui est notre manoprotéine stabilisante, et on va attendre donc 6 jours à moins 4 degrés et observer à la suite s'il y a encore apparition de cristaux ou non. Donc, il se trouve qu'à des doses de 5 et 10 centilitres hectolitres, on n'était toujours pas stable, mais au bout de 15 centilitres par hectolitre, le test de cristallisation était négatif, donc on n'observait plus de cristaux présents dans le vin, et on a pu atteindre la stabilité tartrique sans en impacter la filtrabilité, puisque donc la turbidité était de 1 et la filtrabilité était améliorée puisque le CFLA était de 1. CFLA, pour rappel, c'est le critère de filtration Lamatte-Abier. D'où l'intérêt de vraiment faire des tests au préalable afin de connaître au mieux la quantité à utiliser de manoprotéines. Donc là, sur un rouge, donc là, on était sur un Carignan-Grenache dont le degré d'instabilité était de 6,5, mais au test de cristallisation, on voyait qu'il n'y avait pas d'apparition de cristaux. Cependant, c'était la matière colorante de ce vin qui était instable, parce que, donc pour rappel, ce test de stabilité de la matière colorante, c'est mettre ce vin 48 heures à 4 degrés. Et donc là, on va observer s'il y a instabilité de cette matière colorante. Sachant que la matière colorante dans un vin est considérée comme stable si son delta NTU, donc sa turbidité, est de 10. Donc là, sur ce vin, ce qu'on recherchait, c'était la stabilité de la matière colorante, et le fait d'ajouter 5 centilitres hectolitres a permis de valider et de stabiliser cette matière colorante sans en impacter la filtrabilité et la turbidité. Et troisième exemple, donc là, on était sur un médoc de 2017 dont le degré d'instabilité tartrique était de 6,9. Il se trouvait que donc au test de cristallisation et au test de tenue au froid, donc il était instable tartriquement et sa matière colorante était également instable. On a rajouté donc des doses différentes de Stabka, et il se trouve qu'au bout de 15 centilitres par hectolitre, il était stable tartriquement et stable sur sa matière colorante.
et de plus, sa filtrabilité n'a pas été impactée. Donc voici, donc voilà, c'était un petit peu une vue d'ensemble sur les ménoprotéines de par leurs propriétés sur la stabilité colloïdale. Maintenant, je vais vous parler plus du point de vue organoleptique conféré par les ménoprotéines, plutôt sur le côté rondeur, réduction de l'astringence, augmentation de l'aromatique et de la longueur en bouche. Donc, ce gain aromatique est perçu grâce au lit par les ménoprotéines, mais aussi par d'autres composés. On associe souvent gras et rondeur au lit, mais aussi sensation de sucrosité et de sapidité dans le vin. Cette sensation justement de sucrosité des vins participe à la complexité et à la typicité des vins. Elle est notamment très valorisée et recherchée par des consommateurs. Mais cependant, cette sucrosité perçue dans les vins liée au lit n'a pas été réellement déterminée. D'où l'intérêt des différents travaux dont je vais vous parler, notamment la thèse d'Axel Marshall. Donc, la thèse d'Axel Marshall portait sur la détermination des molécules responsables de la saveur sucrée des vins. Donc, il est parti de ce premier postulat que de nombreux composés à saveur sucrée étaient présents dans le vin, type donc les oses, donc certains sucres, l'éthanol, le glycérol, certains polysaccharides et nucléotides, mais il n'a pas été démontré de pouvoir édulcérant sur ces nombreux composés où leur seuil était trop faible par rapport à ces composés. Donc, en second postulat, Axel Marshall, dans sa thèse, a cherché à démontrer le fait que la sucrosité venait bien de l'élevage sur lit, donc des différents composés relargués lors de conditions donc, de macération post-fermentaire à chaud ou pendant la fermentation. Donc tout simplement, il a monté le protocole suivant. Donc il avait 80. Donc sur ce 20 témoins, il a ajouté des doses différentes de lit. Donc de 2 à 4 à 8 10 puissance 8 cellules par millilitre. Il a pu reproduire des conditions qui étaient favorables à l'autolyse. Donc il a fait une macération de 10 jours à 32 degrés avec un brassage en cours d'élevage. Et à la suite, il a organisé 2 dégustations, donc une triangulaire et une dégustation par classement. Il en a résulté les conclusions suivantes. Donc, concernant le test triangulaire qui a été fait par 25 dégustateurs, ils ont bien pu différencier et percevoir la différence avec des vins avec ou sans lit sur la sucrosité. Et le deuxième test de classement par an a permis aux dégustateurs de classer donc les vins du moins sucré au plus sucré, et c'était corrélé avec l'augmentation en des lits ajoutés. Donc il a pu donc prouver que les lits participaient au gain de sucrosité des vins. Mais ensuite, il a fallu savoir quels étaient ces fameux composés. Donc pour cela, cette thèse a été initiée donc premièrement par les travaux de Virginie Moine, qui a beaucoup travaillé sur le fractionnement et la purification d'extraits de levure en vue d'identifier des composés sapides libérés lors de l'autolyse. Et donc, Virginie et son équipe a pu donc isoler des fractions de peptides et Axel Marshall a donc joué avec tous ces gènes codants pour ces protéines sapides, et il a remarqué que le gène codant pour la protéine sapide nommée HSP12 était surexprimé dans des conditions d'autolyse de la levure, c'est-à-dire dans des conditions de haute température, de stress oxydatif ou de forte concentration en alcool et glycérol. Donc, il a pu démontrer que cette protéine contenue dans la paroi cellulaire des levures, en conditions de macération post-fermentaire à chaud, est responsable de la sucrosité des vins secs. On a pu avoir un peu plus de détails concernant ce peptide. Donc, ce peptide est une heat shock protein, donc un peptide issu d'une protéine membranaire de choc thermique, exprimé toujours donc
en réponse à différents stress subis par la levure Saccharomyces, donc, euh, donc des stress liés aux fins de fermentation, donc stress osmotique, dessiccation, taux d'alcool. Et donc, ce niveau d'expression augmente avec la fermentation alcoolique. Notamment, plus sur certains vins qui ont notamment des degrés d'alcool assez élevés, on remarque qu'ils ont également une sucrosité assez élevée. C'est également lié à cette production de peptides, puisque plus on aura d'alcool, plus on aura, si la levure était apte à produire de HSP12, plus on aura de libération de composés sucrants dans le vin. Donc, pour schématiser un petit peu ces travaux euh, par les différentes recherches, puis par la Moitavier, donc tout simplement, lors de la fermentation ou après fermentation, selon le type de levure utilisée et donc les conditions de vinification, euh, s'il y a vieillissement sur lit ou non, s'il y a bâtonnage, la levure va être dégradée, donc sa paroi cellulaire et sa membrane cytoplasmique va être dégradée, et la fameuse protéine stapide responsable de la sucrosité dans les vins va être libérée, tout comme les manoprotéines vont se solubiliser, dont les manoprotéines qui vont jouer un rôle de colloïde protecteur avec les tanins et d'autres composants afin d'apporter de la rondeur au vin. Et donc, c'est exactement ces principes que nous avons voulu exploiter et reproduire dans nos ateliers La Motte-à-Biais, à partir de ces fameux composés d'intérêt présents dans la paroi de la levure. Donc, il faut savoir que il y a deux grandes familles de composés de manoprotéines. Donc, premièrement, on a les composés plutôt dits P1, PF, qui sont des composés riches en manoprotéines stabilisantes. Donc, les P1 sont des protéines stabilisantes. Donc là, on retrouve ces manoprotéines dans la formulation de Stabka. Et on a également des formulations riches en P2. Donc, cette P2 sont des manoprotéines enrobantes et des formulations donc riches en ces composés organoleptiques. Donc, au sein de la Motte-à-Biais, de manière classique, vous allez le voir aussi dans un prochain webinaire, c'est qu'on a nos propres critères de sélection par rapport à la qualité des matières premières, au degré de purification de ces formulations, donc en ces composés, d'intérêt. Et donc, on a pu faire une série de tests de formulations différentes pour pouvoir sortir ce produit que nous avons appelé Manosens et qui répondent au mieux selon nos critères de qualité, donc de codex de l'entreprise et de nos objectifs produits qui étaient un apport d'équilibre maximal dans les vins en termes de longueur en bouche, de respect du fruité, mais aussi d'apport de sucrosité et de rondeur. Mais premièrement, il a fallu en démontrer l'application sur la stabilité tartrique et protéique des vins, parce qu'en effet, donc on a pu tester cette formulation avec le test de cristallisation, donc qui est de 6 jours avec moins 4 degrés, et on a pu voir qu'à des doses type 20 grammes ou 40 grammes hectolitres, le tartre, donc les cristaux de tartre étaient inhibés. Donc là, on a pu valider le fait que cette formulation participe à la stabilisation colloïdale des vins. De même, concernant l'impact sur la stabilité protéique, en fait, il a fallu tout simplement vérifier que ce produit, donc l'ajout de ce produit en finition, n'allait pas impacter négativement l'équilibre des protéiques. Donc, on a fait donc plusieurs séries de tests avec des formulations donc à haute dose, donc 20 grammes et 40 grammes. Et on a pu voir que l'ajout de ce produit n'impacte pas les protéines. Donc, on a pu également valider cette idée. De plus, également, ça c'est de retours qu'on a souvent de la part de des techniciens sur le terrain concernant l'impact sur la filtrabilité de ce produit. Donc, avec un ajout de 20 ou 40 centilitres par hectolitre, il se trouve que, donc ça, là, c'est
c'est l'indice de colmatage. On a des indices de colmatage qui sont tout à fait similaires par rapport aux témoins. Donc, il a pu être validé aussi que ce produit n'avait pas d'impact sur la filtrabilité des vins. Et enfin, le un résultat qui nous est aussi très important et très intéressant, c'est vraiment l'impact, sur la dégustation, sur, donc l'aromatique, mais aussi, la texture, en bouche liée à l'ajout de ce produit. Donc première dégustation, on était sur un médoc, donc sur un Cabernet Sauvignon 2019 qui avait un profil assez, jeune et plutôt végétal avec, une finale asséchante. Donc un vin assez déséquilibré par, son trop plein d'astringence. Et il se trouve que le fait de rajouter du Manosens à 10 centilitres a permis un équilibre global bien plus important et notamment a permis de rajouter une ampleur beaucoup plus volumineuse au vin et de la sucrosité, tout en gardant de la fraîcheur du fruité et une meilleure longueur en bouche. Là aussi, je sélectionnais un essai sur blanc. Donc là, on était sur un colombard du Gers qui avait un profil plutôt vif. Il était sur l'acidité, ce qui lui donnait vraiment un déséquilibre. Et là, le fait de rajouter ces manoprotéines plutôt enrobantes et cette formulation riche en peptides sapides, on a eu un gain de volume en bouche qui a été assez important, de même que sa sucrosité, tout en respectant la fraîcheur du vin, ce qui permet d'augmenter en complexité et en élégance sur ce vin. Donc voilà, donc pour conclure un petit peu cette histoire que j'ai pu vous raconter par rapport aux différents travaux menés par de nombreux chercheurs sur les colloïdes protecteurs retrouvés dans les lits, sur différents composés responsables de la sapidité des vins. On a pu donc chez la Motavier utiliser ces principes pour la stabilité tartrique, colloïdale et protéique grâce à l'utilisation de Stavka, mais aussi de Sublicens, qui est une formulation riche en, en manoprotéines. Et enfin, en 2020, donc notre nouveau produit Manosens. Donc voilà. Je vous remercie. J'espère avoir été claire et des choses sur les manoprotéines et les polysaccharides du vin. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, à m'envoyer un mail ou contacter un de mes collègues chez la Motavier. Et donc voilà, je vais passer aux questions s'il y en a. Alors, alors, Audrey demande: Manosens peut changer juste le profil aromatique, rondeur, sucrosité et ne joue pas sur les stabilités tartriques et couleurs. Alors, Manosens, donc c'est une formulation de manoprotéines purifiées et il y a une petite proportion de manoprotéines qui sont plus utilisées pour leurs vertus stabilisantes, participant à la stabilité tartrique et de la couleur. Mais cependant, étant donné que c'est une formulation qui a été spécialement créée pour justement davantage ce gain aromatique et textural, on préconise pas forcément l'utilisation de ce produit pour la stabilité, mais davantage sur ses vertus organoleptiques. Je sais pas si... Voilà, donc pour répondre à votre question, la réponse est oui. D'autres questions? Alors, Petros M demande, je n'ai pas compris ce qui était le lien avec la bentonite. Donc, en fait, on a fait des essais sur vin qui a été stabilisé par de la bentonite, ou parce que la bentonite a un côté, a aussi une utilité de déprotéinisation. Donc, c'est pour ça on a fait des essais de ce produit sur des vins qui ont été stabilisés par de la bentonite et des vins qui ont été qui n'ont pas eu de traitement à la bentonite. Manosens versus Sublicens. Sublicens est une formulation à base de manoprotéines, mais aussi de gomme arabique.
Donc on aura, un effet, textural et organoleptique, différent. Heu, Sachant que Manosens aura, une ampleur, un peu plus, sucrante et tout en respectant vraiment la fraîcheur, et l'élégance, du vin, de base. Voilà. Oui, donc pour répondre à Audrey, qui est donc la question d'Audrey, c'est: «Si je veux stabiliser couleur et tartrate sur mes rouges, je peux donc utiliser juste un seul produit, Stabka?» Oui, voilà, on préconise Stabka vraiment dans la stabilisation, colloïdale, des vins, effectivement. Est-ce qu'il y a un atout organoleptique lié à Stabka? Oui, alors certains retours, terrain et on retrouve parfois un gain un peu plus de rondeur, certaines fois avec l'ajout de Stabka. Mais après tout dépendra, du vin, de base, mais aussi, de la dose appliquée. Effectivement, je n'ai pas donné mon adresse email, donc la question de Petros. Si, ah si, allez, c'est bon. Voilà, vous pouvez retrouver mon email, donc c'est lgoulevent@lamotte-habier.com sur cette dernière slide. Voilà. Heu, donc je vais arrêter ce webinaire. Je vous remercie, pour, votre écoute et à bientôt sur, les autres webinaires. Donc on en a le La Motte à Bien en organise un, donc ce mercredi et ce vendredi. Mercredi, on parlera du collage à base de, protéines, végétales, du collage plutôt, naturel et de la sélection de ces protéines de poids. Et vendredi, vous aurez l'occasion d'écouter Galdric, parlant de l'aromatique, dans les vins. Voilà, je vous remercie et à bientôt.